Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien. Voilà, la vidéo est enfin là, la vidéo sur Anton, Panton et Tonnet. Elle aura mis du temps à sortir, et comme vous pouvez le voir, le décor a changé juste derrière moi ici, et même le petit bureau, parce que je voulais arborer un autre style pour les vidéos d'antiquaire. Donc ce qui fait que voilà, j'ai changé le décor pour les vidéos d'antiquaire. Je trouvais ça plus sympa, et ça fait beaucoup plus, ça fait plus bibliothécaire, vous voyez le décor comme ça pour la personne que je suis comme ça. Donc nous allons commencer par Anton Lorenz. Anton Lorenz, il faut savoir qu'il est né en 1891 et il est mort en 1964. Donc ça fait déjà un petit moment qu'il a vécu, quoi. Il faut savoir qu'Anton, c'est un designer, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et en fait Anton, il a conçu tout simplement un fauteuil pour la fabrique Tonnet, parce qu'il faut savoir que Tonnet et lui n'ont pas été tout à fait à la même période, enfin même pas du tout, parce qu'il faut savoir que Tonnet, il est mort en 1871, donc il est mort bien avant que Anton ne naisse. Mais donc Anton a travaillé pour la fabrique Tonnet et il a fabriqué un fauteuil dans les années 1920, donc je crois que c'était en 1929. Et le fauteuil qu'il a fabriqué, c'est le modèle KS46. Donc je vais vous mettre des photos pour que vous voyez ce que c'est. Et donc il faut savoir que le fauteuil que Lorenz a conçu, c'est un fauteuil qui s'appelle Lorenz. Il a été conçu dans les années 1920, je crois. Enfin, je crois que même que c'est 1929 à vérifier. Voilà, ça a été fabriqué tout simplement par Tonnet, donc par la fabrique Tonnet, et c'est toujours chez Tonnet que ça a été construit. Donc il faut savoir que Tonnet c'est en Allemagne. Et donc pour voir un petit peu plus de façon globale Anton, Anton en 1929 il a fondé la société qui s'appelle Desta. Donc alors, excusez-moi de mon accent parce que je parle pas allemand. Il a fondé la Deutsche Stahlmobile. Je vous mettrai peut-être le nom parce que c'est hyper compliqué à prononcer. Et donc c'était à Berlin. Et Anton, en fait, c'est le premier à fabriquer des meubles avec des tubes en acier, donc à l'échelle commerciale, je parle. Et tout simplement, en fait, la chaise Lorenz, elle a été dotée d'une structure avec des tubes en acier, donc en acier tubulaire. Et la scie et les dossiers, voilà, ils s'étaient revêtus un petit peu de différents tissus. Ouais, ça a été vraiment le premier à créer des meubles avec des tubes en acier. Un peu comme le modèle S33 de la chaise Tonnet de Tonnet. Où c'est des aciers tubulaires comme ça, voilà. Mais donc là je vous parle d'Anton qui est un designer et je vous parle un petit peu de Tonnet, mais vous dites mais ouais, mais Tonnet c'est qui lui? Tonnet c'est un constructeur, et Tonnet en fait il a vécu entre 1796 et 1871. Alors, excusez-moi pour les Français, 1871 c'est 1871, ok? Et 1796 c'est 1796, je crois que c'est ça. Bon, on va parler à la belge, ok? Donc la fabrique Tonnet, elle a été fabriquée en quelle année? Elle a été fondée en 1819, et Tonnet, en fait, c'est le plus ancien des fabricants de meubles au monde. Oui, parce qu'il en a fait quand même pas mal. Et tout simplement, en fait, cette année-là, non, ça n'a rien à voir. L'ébéniste Michael Tonnet, parce que c'est son prénom, parce que oui, c'est un ébéniste, mais c'est un constructeur, un ébéniste, enfin vous avez compris. Il ouvre en fait son premier atelier de mobilier à Boppard, donc c'est en Allemagne. C'est un fervent défenseur du style de Biedermeier. Alors c'est tout des noms compliqués. Le style Biedermeier, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que c'est encore autre chose. Et il s'est spécialisé dans les chaises, donc c'est principalement ce qu'il a fait, mais il n'a pas fait que ça, il a fait aussi des tables, il a aussi fait des meubles de rangement avec des lignes un peu épurées, vous voyez. Il a fait des ornements réduits, il a fait aussi des emphases. Et il faut savoir que dans les années 1830, Tonnet, il a commencé à faire des chaises en bois plié à la vapeur. Donc c'est vraiment une technique assez peu particulière de cette époque-là. C'est comme en fait sa célèbre chaise, je sais pas si vous la connaissez, c'est la Boppard, j'en ai parlé juste avant, qui a été créée en 1836. Et en fait elle a un succès international parce qu'elle a des designs assez légers, c'est durable et confortable, et alors il y a une combinaison un petit peu inconnue à cette époque-là en Europe tout simplement. Et puis en fait c'est tout simplement le fait de courber le bois comme ça à la vapeur, c'est pas quelque chose que l'on voyait souvent, et on avait des formes assez particulières qu'on ne retrouvait pas tout simplement dans les autres chaises qui étaient créées à l'époque. Et alors il faut savoir qu'à l'époque, le prince Metternich d'Autriche, je crois que je l'ai bien prononcé, j'espère, c'était un grand amateur du travail de Tonnet. Donc il invitait souvent Tonnet à présenter ses designs à cour viennoise, donc vers les années 1842. Et en 1849, grâce à ce soutien, Tonnet a ouvert une nouvelle entreprise à Vienne. Et il faut savoir qu'en 1853, il a légué cette entreprise à ses fils. Donc à ce moment-là, l'entreprise devient Gebr. Tonnet. Bien sûr, le Tonnet reste, mais c'est devenu Gebr. Tonnet. Dans la seconde moitié du 19e siècle,
Grâce à la montée donc de l'avant-gardisme, eh bien les designs de Gebruder, c'est hyper compliqué à prononcer, deviennent de plus en plus populaires, surtout parmi les penseurs et les pionniers du design. Donc c'est par exemple la chaise numéro 14, la Café Cher, qui a été créée en 1859, qui a valu d'ailleurs à Tonnet un grand succès international. Hein. En 1850, il faut savoir que Anna Dome, comme les petits vases Dome, ça n'a rien à voir, mais voilà, je voulais le dire. En 1850, Anna Dome a meublé d'ailleurs son café viennois avec des chaises numéro 14. Et il faut savoir qu'en 1870, eh bien, Gebruder Tonnet est vraiment bien connu, et il dispose de bureaux dans toute l'Europe et même aux États-Unis. Et à ce jour, il y a plus de 50 millions de numéro 14 de la chaire qui ont été vendus à travers le monde, sans compter les contrefaçons, hein, parce qu'il y a toujours des contrefaçons qui sont créées. Alors excusez-moi encore une fois, hein, mes yeux, j'ai pas réussi à régler le problème, partent toujours vers le bas, hein, vous voyez, j'ai beau regarder, si je penche ma tête en avant, là mes yeux vont vers le haut, mais bon, ça fait mal à la tête, ça restera comme ça. Bon, du coup on continue. Parmi les pièces emblématiques de Gebruder, je vais l'appeler Gebru, comme ça c'est plus facile. Parmi les pièces emblématiques de Gebru, on compte donc la Rocking Chair numéro 1, donc c'était en 1960, la numéro 14 que j'ai parlé juste avant, la Café Chair en 1859, la Café Museum Chair, donc d'Adolf Loos, en 1899, la numéro 209, la Armchair, en 1900, la numéro 247, la Postal Saving, qui a été créée en 1904, et encore, par exemple, la numéro 811 de Joseph Hoffmann, qui a été créée en 1925. Donc, au début du XXe siècle, il faut savoir que Gebru commence à produire vraiment des designs en acier plié tubulaire, donc conçus par des maîtres du style Bauhaus, tels que Marcel Breuer, Ludwig Mies, donc... Et par exemple, Marthe Stam, excusez-moi, faut que je me souvienne. Donc vraiment avec vraiment des grands artistes. Et après la Seconde Guerre mondiale, eh bien Tonnet perd toutes ses usines en Europe de l'Est. Tous ses bureaux qui étaient situés à la Stephansplatz à Vienne, eh ben, ils ont été détruits. Donc entre 1945 et 1953, Georges Tonnet, arrière-petit-fils de Michel Tonnet, entreprend la reconstruction, permettant une rapide remise en route économique et un succès renouvelé. Donc durant les décennies suivantes, en fait, l'entreprise travaille avec de nombreux designers sur des designs vraiment remarquables, comme Werner Panton, que je vais parler juste après, Pierre Paulin, Norman Foster, James Irvine, Piero Lisoni et Stephen Dees. Donc les pièces classiques de Tonnet se trouvent dans des collections et des musées du monde entier, comme le Museum of Modern Art de New York, le centre Pompidou, qui est bien connu, et le musée d'Orsay de Paris. Et alors il y en a eu d'autres, mais je ne serais pas vous les réciter, je les ai dans un document texte, attendez, je vais regarder. Ouais, il y a aussi le Vitra Design Museum de Weil am Rhein, j'aurais jamais su vous le redire. Le Pinakothek der Moderne de Munich, j'aurais pas su vous le dire non plus. Le Austrian Museum of Applied Art de Vienne, le British Museum et le Victoria et Albert de Londres. Voilà, c'est des noms, waouh, j'aurais pas su m'en souvenir, excusez-moi. Pour continuer, en 1976, Tonnet, il se divise voilà en deux entreprises indépendantes. Donc l'une est allemande et l'autre est autrichienne. J'allais dire autrichienne, qu'est-ce que c'est que ce mot? Et l'autre est autrichienne. Aujourd'hui, il faut savoir que le siège social de Tonnet, en fait, il se situe à Frankenberg. Attention, pas Frankenstein, Frankenberg, hein, en Allemagne. Donc l'entreprise, elle a fabriqué encore les pièces originales, mais elle travaille aussi avec des nouvelles pièces d'architecture contemporaine du monde entier et de différents designers, tout simplement. Alors, tantôt, je vous en ai parlé de la chaise du modèle 33, le S33 de Tonnet. C'est une chaise que j'ai vendue ici récemment, et j'en ai une deuxième. Elles sont pas signées, donc elles valent moins que les chaises originales, parce que ce sont des reproductions. Pour donner cours, par exemple, une chaise originale S33 de Tonnet vaut environ 1509, une reproduction qui n'est pas signée vaut 800 €. Donc en occasion, comme moi je les avais, quand elles sont en bon état, ça se vend 200 à 300 € maximum. Et encore, si on en tire 200, c'est très bien. Quand elles sont abîmées, j'en avais une abîmée, ben là, une cinquantaine d'euros, ça passe, après ça passe plus. Mais donc, pour revenir à nos moutons, la chaise Tonnet modèle S33, elle ne vient pas en fait de Michael Tonnet lui-même, parce qu'il était déjà décédé à ce moment-là, en 1871, je le rappelle. En fait, ce modèle est une icône du design moderne en tube d'acier. Donc vous vous rappelez le tube d'acier que j'avais parlé, qu'il a révolutionné. Et en fait, elle a été conçue bien après sa mort, en 1926, donc par l'architecte et le designer néerlandais Mart Stam, que j'avais parlé tout à l'heure.
Donc en fait c'est un concepteur qui dans les années 1920, avec le Bauhaus et le modernisme, eh bien il a cherché de nouvelles formes. Et Marthe Stam en fait il a conçu la première chaise cantilever. Excusez-moi, j'ai regardé mon document parce que je savais plus c'était quoi. Il a conçu la première chaise cantilever. Donc en fait c'est une chaise avec un piétement luge et elle n'a pas de pied arrière. Donc c'est vraiment une assise vraiment confortable et tout ça. Et en fait il a utilisé des tuyaux de gaz de petit diamètre et en fait en expérimentant tout simplement le principe dans les années 1925-1926. Et bien qu'elle ait été conçue par Stam, et bien en fait cette chaise a été intégrée à la collection de l'entreprise Tonnet, qui a continué en fait à produire des meubles sous la marque familiale après la mort de Michel Tonnet. Je sais pas pourquoi j'ai dit Michael, en fait. Je sais pas si c'est Michael ou Michel qu'on dit. Moi, je dis toujours Michel, mais je crois que c'est Michael plutôt. Michael Tonnet. En s'adaptant bien sûr aux nouvelles technologies comme l'acier tubulaire. Hein. Alors, dans les icônes du design chez Tonnet, eh bien, il y a le modèle 214, il y a le modèle 215R et le modèle 218 qui sont vraiment reconnus dans le monde entier. Je vous mettrai des petites images hein, pour pas vous perdre. Pour Tonnet, j'ai vraiment expliqué toute son histoire. Et maintenant, on va passer à Werner Panton, que j'ai parlé dans l'histoire justement de Tonnet. Et Werner Panton, bien lui, il est né en 1926 et il est mort en 1998. Donc vous voyez, entre Anton, Tonnet et Panton, ils n'ont pas vécu tous les trois plus ou moins à la même période, mais ils ont en tout cas tous travaillé avec la même fabrique qui est Tonnet. Puisque Tonnet, c'est lui qui l'a créé, tout simplement. Anton était un designer qui a travaillé pour Tonnet, et Werner Panton aussi a travaillé avec la fabrique Tonnet. Et en fait, Werner Panton, c'était un gars vraiment avec un... Il était vraiment original en fait dans ses créations, et il remettait en question vraiment les normes internes en vigueur. Donc il était assez audacieux, innovant, et il n'avait pas peur d'aller à l'encontre des codes classiques. En fait, il utilisait beaucoup de couleurs, de formes et de matériaux vraiment audacieux. En fait, il faut savoir qu'au début, Panton... il se préoccupait vraiment du mobilier et des installations. Et tout au long de sa vie, eh bien, il a créé de multiples designs qui ont gagné l'attention internationale, y compris des meubles tels que la chaise Panton en 1958, et des projets d'intérieur tels que le Copenhagen Circus Building, donc en 1984. Donc c'est vraiment presque à la fin de sa vie. Hein. Et bien sûr, il a aussi créé tous des modèles d'éclairage, parce que il faisait beaucoup de modèles d'éclairage. Il avait vraiment un sens intuitif de la lumière, de la couleur, de la façon dont elles interagissent dans l'espace. Tout comme ses meubles d'ailleurs, ses designs d'éclairage étaient assez audacieux et innovants, et souvent ils étaient entièrement intégrés dans l'esthétique de ces projets d'intérieur, couvrant tout le plafond, dissimulés dans des sculptures ou intégrés au mur. Et en 1971, eh bien, Werner Panton a conçu la lampe Pantella avec Louis Poulsen. Et il l'a présentée dans 5 couleurs vives avec des pieds chromés. Il faut savoir que cette lampe, eh bien, elle a un pied jazzy, donc c'est en forme de trompette. Ses matériaux sont synthétiques et même la façon dont la lampe elle-même servait de réflecteur, eh bien, elle en a fait un design d'éclairage révolutionnaire. Mais bien qu'audacieuse, la Pantella, elle offrait une ambiance chaleureuse et réconfortante, partageant l'objectif de Panton de favoriser le bien-être émotionnel grâce à un excellent design. Eh oui, Panton il était malin. Hein. Et pourquoi tout simplement on va lier Werner à Tonnet? Parce que jusque-là je vous ai expliqué un petit peu la vie de Werner Panton. Hein. Et jusque-là je vous ai dit qu'il a créé une lampe Pantella, qu'il avait un goût de l'esthétisme, de l'intérieur, mais on retrouve toujours pas trop Tonnet dans tout ça. Comment lier Werner à Tonnet? Eh bien tout simplement parce qu'il a collaboré avec Tonnet au début des années 1960 pour développer du mobilier avant-gardiste. Donc sa création la plus notable pour Tonnet, c'est la S-Chair, la modèle 275 qui a été créée en 1965. Donc c'est une chaise cantilever en contreplaqué moulé. Donc c'était un précurseur de sa célèbre Pantor Chair en plastique. Et du coup, pourquoi je vous ai parlé de ces 3 personnes-ci dans cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que Werner Panton, Anton Lorenz sont 2 figures marquantes, bien qu'appartenant à des générations et des mouvements différents. Alors comment est-ce qu'ils se situent l'un par rapport à l'autre? Eh bien c'est assez simple, ils sont 2 piliers de la collection Vitra. Eh oui, donc la Vitra Design Museum que je viens de parler juste avant. En fait, elle conserve et elle maintient les successions, donc les archives et les collections, de plusieurs designers éminents, dont Anton Lorenz, George Nelson et Werner Panton. Donc Lorenz a travaillé avec Tonnet et le Standard Mobile. Panton a collaboré avec de nombreux éditeurs et son œuvre est souvent comparée aux classiques du design moderne, dont ceux de Lorenz dans les contextes de vente ou d'exposition. Voilà, j'ai un petit peu résumé les 3 personnes que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous aura plu.
parce que c'était assez compliqué, parce que ce sont vraiment des précurseurs un peu de l'art moderne. À savoir que ce que j'ai pas expliqué dans cette vidéo, c'est que Tonnet, il a beaucoup fabriqué de son vivant des chaises en bois tubulaire et tout ça, fait à la vapeur, hein. Donc on les trempait même dans de l'eau chaude. Enfin, c'est pas vraiment de l'eau chaude, mais voilà, en fait, tout simplement pour pouvoir faire des formes rondes, par exemple, au bois, ce qui était assez compliqué, hein, à l'époque. Et c'est vraiment trois artistes qui ont, ben voilà, qui ont un petit peu révolutionné le monde de l'art moderne dans ces époques-là, qui n'étaient pas très courants. Comme l'architecte que je n'ai jamais parlé, Le Corbusier. Le Corbusier a vraiment révolutionné le monde du moderne dans les années... voilà, je ne sais plus c'était en quelle année, mais c'était vraiment avant. C'était dans les années entre 30 et 50, je ne sais plus, c'était pendant la guerre, hein, où il a fait des espaces ouverts. On appelait ça les open space. Il a vraiment révolutionné le monde de l'architecture, hein, on peut le dire. Bah, c'était mon sujet d'étude quand je faisais des cours d'architecture à l'époque. J'ai fait un exposé sur lui d'ailleurs. Ah ouais, ouais. Tout ça pour résumer, que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et la prochaine fois, je sais pas sur qui on parlera. Peut-être Le Corbusier, ça pourrait être sympa. Parce que c'est un sujet qui m'avait beaucoup marqué et beaucoup plu quand je l'avais fait en exposé à l'époque. C'est un sujet qui me passionne assez. Et puis il a aussi fait du mobilier. Ça peut être sympa de le voir. Il n'a pas fait que de l'architecture, hein. Le Corbusier, il était un petit peu designer, architecte et concepteur. C'est vraiment sympa de pouvoir parler de cette personne-là. Donc je pense qu'on parlera de lui de la prochaine fois. Et je me dis que la prochaine fois, bon, c'est pas deux personnes liées, mais je parlerai de lui. Mais lui, si je parle que de Le Corbusier, ça va être court comme vidéo. Donc je parlerai aussi de Georges III. Georges III. Qui a aussi été dans des mobiliers, tels que des mobiliers en acajou, etc. Avec des pattes de lion et tout ça, hein, comme l'ancienne vidéo. Qui a vraiment fait des belles choses qui valent de l'argent. Voilà, et bien sur ce, je vais vous laisser sur ça, avec ce magnifique décor derrière moi. Je suis assez content de ce nouveau décor, qui a été fait par Mengua, donc si vous voulez avoir les informations, il y a le nom dans la description, dans les crédits. Et puis voilà, je vais vous laisser sur ça. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde!